20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. À 72 heures de la rentrée, élèves et enseignants prêts à entamer une nouvelle année scolaire. Dans de nombreuses écoles, l'heure est au retoilettage. Au collège Samba Gueye de Ouagouniaï, les enseignants s'apprêtent pour leur rentrée prévue demain mardi. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé dévoile son 12e plan d'action. Au menu, menace de grève si rien n'est fait pour le respect des accords avec l'État. Pendant ce temps, le ministre de la Santé au chevet des malades du cœur, Abdoulaye Diouf Sarr, était ce lundi au centre de chirurgie cardiaque de l'hôpital Fann. Enfin, le mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer, occasion saisie pour revenir sur le garde-asile. Ce vaccin destiné à prévenir le cancer contre le col de l'utérus est désormais partie intégrante du PEV. Le Sénégal l'a autorisé malgré son utilisation controversée à l'étranger. Les éclairages du docteur Badiane, chef du département prévention au ministère de la Santé, à suivre au cours de cette édition. À un mois du Grand Magal de Touba, le comité d'organisation à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement, une 124e édition qui connaîtra des innovations selon le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, que vous entendrez dans ce journal. À 94 ans, le bohémien quitte la scène française à jamais. Charles Aznavour, le patriarche de la chanson française, s'est éteint ce lundi. Retour sur son parcours d'artiste avant la fin de ce 20 h. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. À quelques 72 heures de la rentrée scolaire, petit tour dans les écoles. Au collège Samba Gueye de Ouagouniaï, tout est fin prêt pour accueillir les élèves. Pour ces élèves, justement, la rentrée est prévue le jeudi 4 octobre prochain. Pour leurs enseignants, eh bien, on démarre déjà demain mardi à l'Ungaïa. Dans cette cour du CEM Samba Gueye, pas une ambiance des grands jours, mais sur place, on se prépare déjà pour la grande rentrée. Si vous regardez l'état de l'école, tout est prêt. Les salles de classe sont en train d'être nettoyées. Les parents sont en train d'inscrire leurs enfants. Tout est prêt pour accueillir enseignants et élèves. Dans ce collège, les autorités veulent respecter le concept Ubitay, Djangtay. Ça ne dépend pas de l'école. Le concept Ubitay, Djangtay, ça dépend des parents d'élèves et des élèves. Si les parents ne laissent pas les élèves venir en classe, il n'y aura pas de Djangtay. Donc si les élèves viennent, ils sont en classe, les professeurs les prennent. Mais si les professeurs ne voient pas d'élèves, on ne peut pas dire qu'il y aura Ubitay Djangtay. Pour ces enseignants, le respect des engagements de part et d'autre peut être une solution aux grèves répétitives. Les enseignants vont encore se montrer, hein, parce qu'on ne peut pas à chaque année signer un protocole d'accord et revenir sur le même protocole d'accord signé. Non. Si l'État respecte le protocole d'accord, applique les accords, c'est sûr qu'il n'y aura pas de grève. Mais si l'État continue à faire ce dilatoire-là qu'il a l'habitude de faire chaque année, c'est sûr que les syndicats d'enseignants vont réagir. À quelques heures de la rentrée scolaire des enseignants, les écoles sont dans les préparatifs pour un bel accueil en attendant l'arrivée des élèves d'ici quelques jours. Allez, nous nous rendons à présent à la cité avion à Ouakam. Sur place, difficile pour les habitants de dormir à point fermé entre l'insécurité, les eaux stagnantes, le problème d'infrastructures sanitaires. Cité avion ne sait plus où donner de la tête. Les autorités sont interpellées. Dans ce reportage, il est signé Habib Faye. Déficit d'assainissement, manque d'infrastructures sociales de base, cité avion. Peine à décoller. Avoir un hôpital public ici, d'où on peut venir y soigner, parce que vous voyez les gens qui sont malades là, on ne peut pas y aller jusqu'à pendant des kilomètres pour se soigner. Nous vivons dans un quartier où on a beaucoup de manquements. D'ailleurs, on n'a pas une école, donc école publique, d'où les jeunes peuvent aller y travailler. 55 000 habitants au niveau de la cité avion, donc nous avons trop de problèmes ici. Day taw tuuti rek bu tawee tuuti rek nga gis mu taa xale tey ñoo fi ñëw sax di setal nii affaire bi xaw a wàññeeku mais fii yëpp dafa feesoon dell ak ndox fi mu ne nii problème la sax pour ma la génnoon lal jaay problème la woon. Vivons dans la torpeur. Les enfants ont peur la nuit. Nous sommes cambriolés. Il n'y a pas de maison. Toutes les maisons sont presque cambriolées ici. Et c'est un problème qu'il faut gérer. Face à l'insécurité, les populations souhaitent l'implantation d'une brigade. Nous réclamons une brigade de proximité
Il est vrai que nous sommes une zone gérée par une brigade de gendarmerie, mais vu vraiment la forte densité, quelquefois il est quand même impossible de les interpeller qu'ils viennent à temps. Elles interpellent les autorités compétentes sur les difficultés de la cité. Nous aider pour qu'on puisse avoir un habitat qui soit bien à notre disposition. loolu metti na suñu problème la wax dëgg yàlla suñu amoon ko ñu mun dimbali ci assainissement bi marché yeeg école yi kon dina baax. La main dans la main, nous pouvons interpeller les autorités compétentes. En premier lieu, le président de la République, Macky Sall. Le manque criard de lumière aussi parmi les maux de la cité, malgré la forte densité. À présent, direction la région de Saint-Louis, à quelques kilomètres de la vieille ville, qui est aussi l'une des premières villes en Afrique de l'Ouest. Eh bien, des populations sont encore confrontées à un manque criard d'eau potable. Elles s'approvisionnent avec l'eau du puits et doivent parcourir des fois des centaines de kilomètres pour trouver une infrastructure de santé digne de ce nom. Reportage avec nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. À Déméjine, Pelour 1, Ngourane 1 et 2, dans la région nord, les populations rappellent au gouvernement ses promesses de la campagne présidentielle de 2012. Ici, les routes sont impraticables depuis l'implantation des populations il y a des décennies. Pour avoir également de l'eau, les habitants de Pelour sont obligés de faire recours au puits du village. C'est comme si Pelour 1 ne fait pas partie du Sénégal. Il n'y a pas de courant dans le village. Nous consommons toujours l'eau venant des puits. C'est vraiment une situation difficile que nous vivons présentement. Et pourtant, le président avait promis de régler tous les problèmes lors de sa campagne en 2012. Les populations réclament dans l'urgence des infrastructures modernes pour améliorer leurs conditions de vie. La santé des populations est très fragile. Il faut des routes praticables et un poste de santé pour se soigner. À Déméjine, Ngourane 1 et 2 également, ce sont les mêmes doléances. Ici, les femmes font parfois plusieurs kilomètres pour piler le mil, une pratique ancienne, mais qu'elles sont obligées de répéter tous les jours. Déméjine est un village très enclavé. Les femmes sont obligées de faire des kilomètres pour piler le mil, ce qui est vraiment déplorable. Parfois également, elles accouchent sur la route qui mène vers Saint-Louis ou Richard Toll. Les populations souffrent ici. Il faut que le gouvernement nous aide. Mariam Faye mu dimbali leen ci machine bu ñuy wal seen dugub bu ñuy wal dañuy dem ba jama. Les femmes du village de Déméjine sont confrontées à tous les problèmes. En accouchant, nous sommes exposés à tous les risques d'infection. Dans le département de Saint-Louis, les populations posent les mêmes doléances. Tous les villages souffrent de plusieurs maux qui ont pour nom routes impraticables, manque d'eau potable et d'infrastructures sanitaires pour se soigner. 72 heures de grève décrétées par le Sytjust, le syndicat des travailleurs de la justice. Ils revendiquent la satisfaction de leurs doléances, parmi lesquelles on peut noter la définition de leur statut de travailleur, mais aussi la régularisation du régime indemnitaire. Les précisions, c'est au micro du chargé de communication du Sytjust, Maître Ahmad Touré. Il est au micro d'Abou Faye. Cela fait 6 mois bientôt que nous sommes en train d'attendre. Ce qui veut dire simplement que nous ne comprenons pas cette attitude de la part de l'autorité parce qu'il n'y a aucun suivi qui a été apporté, n'est-ce pas, aux instructions du président de la République. Le gouvernement du Sénégal a entrepris des réformes extrêmement importantes pour que l'accès à la justice devienne une réalité, en élargissant la carte judiciaire avec l'ouverture de nouvelles juridictions. Mais ce qu'il y a de plus fondamental a été laissé en rade, c'est-à-dire la ressource humaine. Les travailleurs de la justice n'ont pas plan de carrière, ils sont très mal payés. C'est cela le problème. La solution que nous préconisons, c'est les réformes statutaires qui vont permettre aux travailleurs qui ont été formés pour rester dans le cadre de la justice de pouvoir faire carrière parce qu'ils ont choisi d'être des acteurs de la justice. Et puis toujours dans le même registre, énième coup de gueule de l'ASAS, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegusum, qui en est à son 12e plan d'action et n'exclut pas d'aller plus loin si rien n'est fait pour une égalité de traitement entre agents. L'ASAS a tenu son point de presse, c'était en présence de notre reporter Aïssa Toupaye. 12e plan d'action lancé par l'ASAS, Association des syndicats autonomes de la santé. Diverses raisons évoquées, plateforme revendicative non respectée par le gouvernement. Nous avions une plateforme revendicative adossée aussi à un préavis de grève. Bon, sur les questions d'ordre administratif, le gouvernement avait réagi avec le statut de la fonction publique territoriale, avec les nouveaux corps dans la santé, les salaires des JICA et Cobra, ça on l'a vu. Mais quand nous avons posé la question du régime indemnitaire, le gouvernement de 2012 à nos jours nous renvoie à une étude. L'étude a été faite, partagée 2 ou 3 fois et jusqu'ici on en est au statu quo.
Les syndicalistes réclament un traitement autre pour les paramédicaux. Nous ne pouvons pas constituer les 3/4 des travailleurs sur qui repose presque tout le système et qu'on soit traité comme des parias. C'est ça la question fondamentale. Une indemnité de représentation médicale a été donnée, tout comme aussi une indemnité de responsabilité médicale et une indemnité de spécialisation médicale. Et toutes ces indemnités concernent aussi ceux qui sont à côté de ces médecins à longueur de temps et qui les remplacent tout le temps. Ça signifie quoi? Que là où un médecin a une indemnité de représentation médicale, le paramédical qui le représente là-bas en brousse où il n'est pas, il a droit à cette indemnité-là. Un plan d'action mis sur place avec diverses activités, le cas de la dengue soulevé. Nous disons au gouvernement de changer d'approche. On doit aller vers une approche sanitaire des questions, par les déterminants de la santé, et non pas une approche maladie, pour ne pas dire une approche par les pathologies, parce qu'on n'aura jamais assez d'argent pour soigner tout le monde. Et de ce point de vue, il est temps d'ériger les directions départementales de la santé et de l'action sociale et les services départementaux de la santé et de l'action sociale pour qu'on s'occupe de la santé et non pas seulement de la maladie. Du 1er au 13 octobre, entre grève et service minimum, Andugesum réclame dans la légitimité et la légalité plusieurs indemnités, selon Balo Diacham. Et toujours dans la santé, 24 heures après le rappel à l'aide, le ministre de la Santé au chevet des malades du cœur, Abdoulaye Diouf Sarr, s'est rendu ce matin au centre de chirurgie cardiaque de l'hôpital Fann pour s'enquérir de l'état de santé et de ces malades. Je vous propose de l'écouter au micro de Tidiane Cissé. Pour voir réellement est-ce que les préoccupations que nous avons effectivement donc entendues venant de ces malades étaient réelles. Nous avons effectivement visité l'activité du centre et nous nous sommes rendus compte que l'activité a réellement redémarré. Et j'aimerais rassurer les malades pour leur dire que je les ai entendus hier, je suis venu dès aujourd'hui pour voir et l'ensemble de l'équipe est à pied d'œuvre pour véritablement donc faire en sorte que le service fonctionne de manière tout à fait courante pour donc soulager leurs préoccupations. Le mois d'octobre, connu pour être le mois dédié à la lutte contre le cancer au Sénégal, le cancer du sein et celui du col de l'utérus sont ceux qui affectent le plus la jante féminine. Et depuis quelques semaines, une innovation, le Gardasil, ce vaccin pour prévenir le cancer du col de l'utérus a été intégré dans le programme élargi de vaccination. Seul bémol, son utilisation reste très controversée en France où des associations de femmes se sont plaintes de ses effets secondaires. Nos équipes ont tenté alors d'en savoir plus auprès du chef de département de la prévention du ministère de la Santé, Dr Ousseynou Badiane, et formel. Aucune crainte avec le Gardasil, Fatima Touré. Gardasil, vaccin indiqué pour la prévention du col de l'utérus, mais son utilisation reste toutefois controversée. Pour cause, le vaccin est susceptible de provoquer des effets secondaires selon certains. Mais qu'en est-il réellement? C'est un nouveau vaccin qui a été introduit déjà au Sénégal en 2015, donc avec un projet pilote au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest et de Mekhe, et qui a été étendu au district de Khombol. Donc entre 2015 et maintenant, c'est plus de 100 000 doses de vaccins Gardasil qui ont été administrées aux enfants, et nous n'avons noté aucun effet secondaire par rapport à ce vaccin-là. Pour dire aussi que c'est un vaccin qui est homologué par l'OMS, donc qui dit vaccin homologué par l'OMS dit garantie de sécurité et d'efficacité. Donc c'est un vaccin sûr et efficace. Aucun risque concernant l'utilisation du vaccin, mais pour plus d'efficacité, une tranche d'âge est bien ciblée. Pour avoir une protection maximum, il faut protéger la fille avant qu'elle ne commence l'activité sexuelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit exposée au risque d'infection, parce que si l'enfant est déjà infecté, c'est plus le vaccin n'est pas, son efficacité n'est pas au maximum. Maintenant, pour avoir une efficacité maximale, il faut administrer le vaccin avant que le sujet ne soit infecté. C'est pourquoi on l'administre aux filles avant qu'ils ne commencent l'activité sexuelle, parce que dans tous les cas, on peut s'infecter au premier rapport. Pour se prémunir du cancer du col de l'utérus, un appel est lancé à l'endroit des parents. Ce qu'on recommande, c'est que tous les parents prennent
prennent les dispositions pour faire vacciner leurs enfants, leurs filles âgées de 9 ans à partir du mois de novembre 2018 dans toutes les unités de vaccination du pays. En novembre sera lancée la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Introduit depuis 2015, plus de 100 000 doses ont été administrées aux jeunes filles. Chiffre satisfaisant selon le ministère de la Santé. Et puis elles étaient nombreuses, ces personnes âgées, à répondre à l'invitation d'une journée qui les célèbre. Vous le savez sans doute, ce 1er octobre est également dédié aux personnes du 3e âge. Alors chez nous, ici au Sénégal, le ministre de la Santé, en partenariat avec des associations du secteur, en a profité pour annoncer de nouvelles mesures au bénéfice de cette catégorie sociale. Entre autres propositions, l'amélioration du dispositif d'accès aux soins et notamment des soins à domicile. Tidiane Tissé. Faciliter l'accès aux soins constitue une préoccupation de certaines personnes âgées qui ont des difficultés pour se rendre dans les districts sanitaires. Les personnes âgées, beaucoup d'entre elles ne peuvent pas toujours accéder, soit parce que leur état de santé ne le permet pas, soit pour une raison ou une autre. Mais on s'est rendu compte donc que c'est important que des soins à domicile puissent être développés. Le suivi de ces personnes du 3e âge également est une nécessité, d'où la prise de mesures d'accompagnement. Nous avons une unité mobile. Une unité mobile, c'est-à-dire composée de médecins, d'infirmiers, d'auxiliaires de vie qui se déplacent, qui vont au niveau des domiciles des patients pour pouvoir, c'est le programme que nous appelons Nemmako Makni. C'est aller se rendre au niveau même des domiciles des personnes âgées pour pouvoir prendre en compte toutes leurs difficultés. Le groupe vulnérable compte aussi sur le plan Sésame pour la prise en charge sanitaire malgré les difficultés. Les difficultés, elles sont nombreuses, il faut le reconnaître. Nous, au départ, on a dit le plan Sésame, ce n'est pas seulement le volet sanitaire. Et Madame la directrice l'a rappelé dans le programme du gouvernement qui va être certainement inclus sur le vieillissement. C'est un vaste programme Sésame avec des préoccupations socio-sanitaires, culturelles et économiques. Et donc, ça embrasse pas mal de volets et sur lesquels les personnes âgées regroupées et bien structurées pourraient agir comme levier, non pas pour les personnes âgées seulement, mais pour toutes les générations. Partenaire pour un meilleur vivre, soins à domicile, tel est le thème de la journée internationale pour les personnes âgées. Ndeye-Marie Dabo, merci. L'élection de Soham Wardini à la mairie de Dakar au devant de l'actualité politique avec de nombreux observateurs et acteurs qui réagissent. C'est le cas du maire des HLM qui prône l'unité au sein de Tahaou Dakar. Selon Ababakar Sadikh Seck, eh bien, pas de souci à se faire au niveau de Tahaou Dakar. La coalition est plus que jamais unie sous la direction du nouveau maire Soham Wardini, Mambiram Diouf. Ababakar Sadikh Seck ne veut surtout pas entendre parler de partis, de camps ou de courants qui auraient influencé le vote dans l'élection de Soham Wardini qui a obtenu 64 voix sur les 90 votants face à Banda Diop qui a obtenu 13 voix et Moussassi 11 voix. Moi je pense qu'on est en train de fausser le débat. Moi je ne vois pas de défaite ou de victoire. Tahaou Dakar, nous l'avons créé quand nos leaders nous ont dit à la veille des élections locales, c'est ce qui s'entend, non qu'à aller ensemble. Je me rappelle très bien. Le maire Khalifa Sall ne voulait pas parler de Tahaou Dakar, de Benno Bokk Yakaar, de PDS ou de n'importe quel parti. Elle a donc été plébiscitée par le conseil municipal. Soham a été élu par le collectif des conseillers municipaux, des maires élus légalement au niveau de la ville de Dakar. Il n'y a pas eu de mot d'ordre de Benno Bokk. Moi qui vous parle, je fuis Tahaou Dakar. Je suis de Benno Bokk Yakaar. Ils le savent tous. Soham El Wardini reste progressiste, selon Ababakar Sadikh Seck, la défendant contre toute attaque qui pourrait ternir son image dans l'AFP. Moi, j'ai entendu certains leaders dire oui, Soham Wardini a été telle chose au niveau de son parti. C'est pas vrai. Soham Wardini est resté AFP. Dans tous les partis, il y a des problèmes entre des militants et leur parti. Celui qui a dit ça, qu'il n'oublie pas qu'en 2009, Soham Wardini était candidate quelque part, ce n'était pas son parti qui a refusé, qui lui a fait la guerre. En 2012, Soham Wardini était candidate à la députation. C'est qui? Est-ce que c'est son parti? Qu'on ne nous fait pas dire ce qu'on ne veut pas dire. Il faut qu'on dépasse certaines choses.
Ces problèmes de politique-là, qu'on les mette de côté. La continuité dans la gestion de la mairie de Dakar pour un an encore à la tête de la municipalité, Soham Wardini et son équipe devront être unis pour relever les défis. Allez, nous parlons finances à présent avec la restitution de la revue à mi-parcours de la Banque africaine de développement, un exercice dont l'objectif est d'évaluer la pertinence des axes d'intervention de la banque. Et à ce propos, écoutons la directrice du bureau régional, Madame Marie-Laure Akin Oloukbadé. Elle est au micro de Mamadou Bipa Sissoko. Nous avons eu effectivement l'occasion de constater que la banque a fortement augmenté ses interventions aux côtés des autorités sénégalaises pour la mise en œuvre de grands projets structurants, et notamment dans le domaine des infrastructures, des transports, de l'énergie. Nous intervenons également dans le domaine de l'agriculture et de l'assainissement. Ce que nous avons relevé, c'est qu'effectivement, la banque intervient dans le cadre de requêtes qu'elle reçoit des autorités, et ce dans tous les différents pays. Et ces requêtes sont souvent accompagnées d'études de faisabilité. Le coût des infrastructures, c'est un élément qui dépend de plusieurs circonstances. On ne peut pas comparer le coût des infrastructures dans différents pays parce que le coût des infrastructures, la mise en œuvre, dépend elle-même d'autres facteurs de production, y compris par exemple, et l'un des gros facteurs de production, c'est l'accès au financement. Bientôt la célébration du Grand Magal de Touba. Cette année, le comité d'organisation compte mettre les petits plats dans les grands avec des innovations. Il s'agit entre autres de la réalisation d'une série de documentaires sur la vie du vénéré guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba, sur ses différents khalifes, mais aussi sur la ville sainte qu'est Touba. Des annonces faites par le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, responsable du comité d'organisation, que je vous propose d'écouter dans ce reportage signé Chérif Dia. L'édition 2018 du Grand Magal de Touba partie pour être inscrite dans les annales de l'histoire du mouridisme. Cette année, le comité d'organisation du 18 Safar compte donner un cachet particulier à l'événement religieux grâce à ces innovations. Nous envisageons de réaliser 4 documentaires. Le premier porte sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Le second sera consacré à l'histoire de la ville de Touba. Le troisième retrace la vie des différents khalifes qui se sont succédés. Et enfin, le quatrième, exclusivement réservé à Serigne Mountakha Mbacké. Hormis ces innovations, le porte-parole du khalife général des Mourides a fait le bilan de l'excellent travail abattu par le comité d'organisation qu'il préside depuis 10 ans exactement. Lorsque nous prenions le comité d'organisation, les délégations qui venaient au Magal étaient au nombre de 22. Aujourd'hui, elles sont 902. Il en est de même pour les délégations étrangères. Nous avons aussi installé des cabines d'interprètes pour la cérémonie officielle qui se tient dans un chapiteau que nous avons acheté alors qu'on l'organisait dans cette salle très étroite. Au plan économique, le Magal génère 250 milliards dans lesquels l'État gagne 40 milliards de recettes d'impôts. Avant notre arrivée, moins de 100 journalistes couvraient le Magal l'année dernière. Ils étaient d'un millier. Lors de son face-à-face avec la presse, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké est revenu sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a également fait un exposé sur l'histoire de la ville sainte de Touba qui s'apprête à recevoir des millions de fidèles pour le 18 Safar, une première pour Serigne Mountakha Mbacké Bassirou en tant que khalife général des Mourides. Hors de chez nous, Charles Aznavour, la légende de la musique française, s'est éteinte ce lundi à l'âge de 94 ans. Sa carrière est couronnée de succès. Entre musique et cinéma, le chanteur arménien d'origine a signé plus de 1000 titres et apparu dans plus de 80 films. Retour sur son parcours exceptionnel avec Aïssatou Paye. Si vous quittez la scène, vous mourrez, Charles. Vous le sentez, ça ? C'est une question de survie. Presque. Moi, je ne peux pas ne pas vivre et je vis en scène. L'ultime interview de Charles Aznavour sur le plateau de C'est à vous. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Le temps des chansons s'arrête pour le franco-arménien. Il tire sa révérence ce 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans. Charles le légendaire
se voyait empoigner la vie. Il n'avait pas peur de mourir, il avait juste peur, peur de ne pas vivre. Charles avait la musique dans le sang, plus de 1000 chansons à son actif, une multitude de compositions. À ses débuts, il lui aura fallu 20 ans pour gravir les marches du succès, malgré la galère vécue. 85 ans de carrière, 91 albums, 80 films et téléfilms. Il valsait entre cinéma et musique. Ça, qui fait 3 octaves, c'est tout de même une grande voix, je trouve. Naturellement, j'ai un voile sur la voix, mais l'étendue est très grande. Il chantait dans différentes langues. Il a travaillé avec les plus grands artistes français, comme Charles Trenet, son idole, et Edith Piaf, entre autres. Son engagement dans la musique était sans faille. Et d'ailleurs, le chanteur revenait d'une tournée au Japon où il s'est fait une double fracture au bras, ce qui l'a contraint à annuler une série de concerts. Infatigable, il aura été jusqu'au bout, emporté par la soif de vivre sa musique. Des femmes, nul n'a le droit en vérité de me juger, de me blâmer. Charles Aznavour dit adieu à la scène, laissant les mélomanes de la chanson française le cœur meurtri. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas. L'auteur des tubes La Bohème, Emmenez-moi, Hier encore, j'avais 20 ans, nous laisse tous orphelins, orphelins d'une belle et douce chanson française. Mes amis, mes amours, j'en mets La page sport que nous ouvrons avec les Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2022 au Sénégal. Le défi ne doit pas être qu'organisationnel, il doit être aussi également plutôt sportif. D'après les observateurs, ces derniers ont d'ailleurs prôné la mise en place d'une politique sport scolaire plus forte et d'une section élite jeune. Reportage Chersali Boudjara. Les Jeux Olympiques de la jeunesse 2022 au Sénégal, c'est en bonne voie. Une opportunité pour le rayonnement du pays sur beaucoup de plans. Il y a différentes dimensions. Il y a la dimension sportive, il y a la dimension culturelle, il y a la dimension de l'éducation. D'abord, pour ça seulement, moi, je dirais que c'est une très grande victoire du Sénégal d'abord. De l'accueillir parce que pour l'accueillir, il faut des infrastructures. Le Sénégal peut ne pas se contenter seulement de l'organisation, mais il faut se préparer en conséquence. Parce que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. L'organisation d'un tel événement s'accommode de bons résultats sportifs du pays. Pour parler de réussite, d'où la nécessité d'un projet sportif. Dès à présent, les gens doivent pouvoir prendre pour dire que nous allons tabler sur 20-30 athlètes. Voici les 30 athlètes sur lesquels nous misons. Et ces 30 athlètes-là, nous devons avoir leur fiche de performance. Il doit y avoir un suivi diététique, un suivi médical. C'est ça le projet sportif. Nous souhaitons avoir des médailles chez les jeunes. Donc c'est ça le projet sportif. Pour une compétition qui concerne la tranche d'âge 15-18 ans, une bonne politique sport scolaire est incontournable. Pour un pays participant, le Sénégal n'y déroge pas. Cette convention va déboucher sur la Fédération des sports scolaires et des sports universitaires. Parce que vous savez qu'il y a un comité national provisoire qui a été installé pour le sport scolaire et pour le sport scolaire. Et je pense que ce comité-là fera une évaluation et ça va déboucher sur une fédération. Cela prouve que quelque part, l'IASU a anticipé avant même que nous ayons l'organisation de ces Jeux. Maintenant, le plus important, moi je pense qu'il faudrait que pendant ces 4 ans-là, qu'au niveau des fédérations, que les gens au moins accentuent la formation, accentuent les compétitions sur les jeunes. La candidature du Sénégal, soutenue par l'exécutif du CIO, reste plus que la décision finale, attendue le 8 octobre prochain à Buenos Aires, en Argentine. Merci à tous d'avoir suivi ce 20h que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.